Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite du cours d'induction sur donc les lois de l'induction, loi de Lenz, loi de Faraday. Alors, hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il existait une grandeur physique appelée flux magnétique, que les variations de flux créaient l'apparition dans les circuits électriques d'un générateur induit dont la FEM, ou tension à vide en convention générateur, valait moins dφ sur dt, c'est-à-dire l'opposé de la variation de flux au travers du circuit par rapport au temps. Et donc on a vu aussi que chaque circuit créait son propre champ magnétique et que donc chaque champ magnétique ainsi créé, s'il voyait sa valeur varier, eh bien provoquait une variation de flux propre au circuit et donc provoquait des phénomènes d'auto-induction. On va voir qu'en plus de l'auto-induction, il peut y avoir des cas de mutuelle, d'induction mutuelle, traduit par une mutuelle inductance. Alors ici, on va réfléchir assez simplement à la situation. On imagine une première bobine qui va créer un champ magnétique qui respecte évidemment la règle de la main droite. Alors cette première bobine parcourue par I1 va créer sur son axe un champ magnétique B1. Et donc on va avoir un premier flux au travers de cette bobine qui sera le flux propre de la bobine 1 au travers d'elle. Maintenant, on va imaginer qu'au voisinage de cette première bobine, on place une seconde bobine. La seconde bobine va créer en son sein un champ magnétique B2. Alors, là donc, on va avoir aussi un flux associé à B2 au travers de la surface de la bobine I2, donc un flux propre associé à la bobine. En plus de tout ceci, le champ magnétique 2 risque sûrement de traverser la bobine numéro 1. Donc en plus du flux propre de 1, on va avoir le flux créé par la bobine 2 au travers de la bobine 1. Or, on sait que B2 c'est une fonction de I2. Donc ici, si on sait que B2 est une fonction de I2, eh bien le flux créé par la bobine 2 au travers de la bobine 1 sera la somme sur la surface du circuit 1 du flux, des flux élémentaires créés par la bobine 2 au travers de la bobine 1, c'est-à-dire les produits scalaires de B2 scalaire ds1. Donc au travers de, évidemment, la surface S1. Or, comme on sait que B2 est une fonction de I2, eh bien, on va s'attendre à avoir ici un coefficient de proportionnalité qu'on va appeler la mutuelle inductance entre la bobine 2 et la bobine 1. Alors, ça c'est valable pour le flux créé par 2 au travers de 1. Il va aussi de soi que la bobine 1 va créer un flux au travers de la bobine 2. Et donc le flux créé par la bobine 1 au travers de la bobine 2, eh bien ce sera la somme des flux élémentaires créés par la bobine 1 au travers de la bobine 2, intégrés sur
la surface S2. Et donc ça va être la somme sur S2 de B1 scalaire ds2. Ici, on sait que B1, c'est une fonction de l'intensité I1, logique. Le champ magnétique créé par la bobine 1 dépend de l'intensité traversant cette bobine. Et donc, on va avoir ici une relation de proportionnalité entre le flux créé par la bobine 1 au travers de la bobine 2 et l'intensité I1 traversant la bobine 1. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que les mutuelles inductances sont reliées par une relation qui n'est pas a priori évidente. Si la bobine 2 crée au travers de la bobine 1 un flux total M21 fois I2, et que la bobine 1 crée au travers de la bobine 2 un flux qui vaut M12 fois I1, eh bien on doit trouver, d'après le théorème de Neumann, que le coefficient de proportionnalité M21 est égal au coefficient de proportionnalité M12, qui vaut donc M. Et M, la mutuelle inductance, eh bien c'est finalement, on peut dire, le coefficient de couplage des bobines. Donc ici, on sait que M ne dépend a priori que de la géométrie du circuit, peut être positive ou négative, et s'exprime en Henry, tout comme le coefficient d'auto-inductance L. Et finalement, c'est assez logique. Dans les deux cas, c'est le coefficient de proportionnalité entre un flux et l'intensité traversant un circuit. La différence par rapport au coefficient d'auto-inductance, c'est qu'ici, on est en train de traduire le flux créé par un circuit au travers d'un autre circuit. Alors, voyons sur un cas simple une illustration du théorème de Neumann. Alors, ça n'est en aucun cas une démonstration qui dépasse le cadre du programme. Ici, on va juste illustrer sur un exemple où on peut calculer simplement le coefficient de mutuelle, et bien qu'on a bien M de 1 qui vaut M1,2. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va considérer comme configuration? On considère deux bobines de mêmes axes, l'une de longueur L1 parcourue par I1 constituée de N1 spires, et la seconde de longueur L2 parcourue par I2 constituée de N2 spires. Et la bobine 2 a un rayon et une longueur plus petite que la bobine 1 et est entièrement donc contenue dans celle-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va représenter une bobine 1 assez grande. Et on va placer à l'intérieur de cette bobine 1, sur le même axe, la bobine 2. Hop, on place juste une spire pour indiquer le sens du courant. Et donc on place aussi l'axe principal de la première bobine qui va être l'axe principal de la seconde bobine également. Hop, donc la deuxième bobine, plus petite, a un axe identique à celui de la première bobine. Ok. Donc là, nous avons deux bobines. Une petite bobine, 2, entièrement contenue dans une grande bobine, 1. Donc ici, on va avoir la longueur L1. Ici, la longueur L2. Et on va positionner un axe des Z. Vu l'orientation des courants, si on veut compter B positivement en projection sur l'axe des Z, on va placer l'axe des Z comme ceci. Alors, si on considère
la bobine 1 suffisamment grande. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que le champ magnétique B1 créé par la bobine 1 sur son axe, on peut l'exprimer avec la formule du solénoïde infini, du champ magnétique créé sur l'axe d'un solénoïde infini. Donc ici, on va avoir B1 qui vaudra mu0 fois le nombre de spires N1 sur la longueur L1, donc le nombre de spires par unité de longueur, fois I1 fois UZ. Le vecteur unitaire associé à l'axe passant par, enfin, à l'axe finalement central du solénoïde. Donc là, on a le champ créé par la bobine 1. Dans ce cas-là, on va calculer le flux. On sait que le flux créé par 1 au travers de 2 eh bien ce sera phi 1, 2 qui vaudra le nombre de spires N2 fois B1 scalaire S2. Et S2, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être le vecteur surface associé à une seule spire. Et donc S2 ici, hop. Alors, je respecte la règle de la main droite pour orienter le vecteur surface S2. Je multiplie par N2 le flux associé à une spire dans la mesure où je sais que j'en ai N2. Et je sais que tous les vecteurs surface sont identiques. Et je sais aussi que le champ B1 est uniforme. Ici, je suppose finalement le champ B1 uniforme dans la bobine, car elle se trouve au voisinage de l'axe de la bobine 1, et que je suppose la bobine 1 suffisamment grande. Donc ici, je sais que S2, eh bien c'est simplement S2 sur UZ. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien je vais trouver que le flux créé par la bobine 1 au travers de la bobine 2, c'est N2 fois B1, donc fois mu0 N1 sur L1 I1 fois S2. Et ici, j'ai UZ scalaire UZ qui me donne 1. Donc, si je me dis que phi 1, 2, c'est un coefficient de proportionnalité fois l'intensité I1, eh bien, je constate que phi 1, 2 vaudra N2 fois N1 fois mu0 fois S2, la surface de la bobine, enfin d'une spire de la bobine 2, sur L1, la longueur de la bobine 1, fois l'intensité I1 traversant cette bobine 1. Donc là, qu'est-ce que j'ai identifié? Eh bien, j'ai identifié ici le coefficient de mutuelle inductance. Alors, je vois une chose. Je vois que, effectivement, la mutuelle inductance ne dépend que des caractéristiques géométriques de l'une et de l'autre des bobines, c'est-à-dire du nombre de spires
de la surface de l'une et de la longueur de l'autre. Et donc ici, eh bien, je sais par le théorème de Neumann que M, alors ici ce que j'ai calculé évidemment c'est M12, je sais que M12 vaudra M21 vaudra M. Donc la différence c'est que le flux de 1 à travers 2 sera dirigé par I1, alors que le flux de 2 à travers 1 sera dirigé par I2. Alors, ici donc, de manière générale, les coefficients de mutuelle inductance ne seront pas calculés, parce que si on n'est pas sur un cas extrêmement simple, eh bien les calculs deviennent très très lourds. Pourquoi? Parce qu'il faut être outillé pour cartographier proprement le champ B en tout point, et être capable pour calculer le flux, dans le cas où B n'est pas uniforme, eh bien de sommer tous les flux élémentaires sur la surface d'une bobine ou d'un circuit. Donc les calculs sont rarement triviaux, raison pour laquelle souvent on vous dira deux bobines sont couplées par mutuelle inductance M dans un énoncé, sans préciser l'expression de M en fonction d'autres données. C'est ce qu'on va se proposer d'étudier maintenant. Un circuit justement constitué de deux bobines que l'on va coupler par mutuelle induction. Alors ici on va considérer une bobine 1 qui va être alimentée par un générateur, donc de tension à vide E1, qui va donc générer l'intensité I1 dans le circuit, qui voit apparaître la bobine L1 de résistance R1. Bobine d'inductance L1 de résistance R1. Et on représente le couplage par une sorte de pont jeté entre deux bobines. On va placer dans un second circuit une bobine d'inductance L2 avec un circuit de résistance globale R2 et on va y placer un générateur idéal de tension de FEM E2. Donc là on va étudier le cas le plus général possible de couplage, avec ici l'intensité I2. Donc là on va avoir deux bobines qui sont couplées l'une à l'autre. Alors peut-être au niveau des notations, voilà, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, on va appeler celle-ci la tension à vide E majuscule 1, celle-ci la tension à vide E majuscule 2. Alors, là, donc, on a une configuration générale qu'on va croiser assez souvent, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle des transformateurs. Alors, je m'explique. Un transformateur, c'est constitué de deux bobines qui créent un flux l'une dans l'autre. Et ça va permettre soit d'élever, soit d'abaisser des tensions en fonction des nombres de tours de fil sur les bobines. Et donc c'est quelque chose de très courant qui est utilisé pour le transport d'électricité. On passe aux hautes tensions avant le transport et on abaisse les tensions avant de délivrer le courant aux habitations. Ici, ce circuit, on sait par la loi de Faraday qu'il va être équivalent à un circuit qui fait apparaître des FEM induites. Donc on va appeler E1 la FEM induite dans le circuit 1, E2 la FEM induite dans le circuit 2. Donc si on fait ceci, bien ce qu'on est en train de dire finalement, c'est que le circuit que l'on a représenté est strictement équivalent à ce circuit-là.
enfin, à ces circuits-là, même si on veut être précis. Donc j'ai toujours le générateur idéal qui dirige l'état du circuit 1. Je rajoute le générateur induit ici. Donc là, j'ai le circuit électrique équivalent au circuit 1. Et pour modéliser les phénomènes d'induction dans le circuit 2, je vais avoir la même chose. Le générateur idéal de tension à vide E2 induit, donc la FEM induite. Enfin, le générateur de tension, pardon, pas idéal. Ici, le générateur de tension à vide FEM E2. L'intensité I2. Ok. Donc là, finalement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que cette zone-là du circuit, je la remplaçais par ceci. J'ai dit que cette zone-là du circuit, je vais la remplacer par ceci. Donc maintenant, ce qu'il va me rester à faire, c'est exprimer les flux, puis grâce à la loi de Faraday, exprimer les forces électromotrices ou FEM induites associées aux deux circuits. Alors, le flux, on va commencer par la bobine 1 arbitrairement. Le flux créé au travers de la bobine 1, ce sera le flux propre de cette bobine, plus le flux créé par la bobine 2 au travers de la bobine 1. Or, on sait que le flux propre créé par la bobine 1, ce sera L1I1, et le flux propre, créé par la bobine 2 au travers de la bobine 1, ce sera M fois I2. Le flux numéro 2, si on suit la même logique, ce sera le flux propre de la bobine 2, plus le flux créé par la bobine 1 au travers de la bobine 2. Donc on aura L2I2 plus M I1. Donc ici, si on résume, on va avoir les flux extérieurs et ici les flux propres. Hop. Alors, maintenant on passe par la loi de Faraday. Alors la loi de Faraday va être là pour nous permettre de calculer les FEM induites, qui vont être associées aux deux circuits, et donc associées au phénomène d'induction se produisant dans les deux circuits. Donc la loi de Faraday va nous dire que E1 induit vaut moins la dérivée temporelle du flux au travers de la bobine 1 par rapport, et donc dérivée temporelle, dérivée du flux 1 par rapport au temps. Donc ici on va obtenir que E1 induit vaut moins L1 DI1 sur DT moins M DI2 sur DT. De même, on va obtenir que E2 induit vaut moins D phi2 sur DT, qui vaudra moins L2 DI2 sur DT, moins M DI1 sur DT. Donc là, j'ai exprimé les deux FEM induites. La FEM induite dans le circuit 1 et la FEM induite dans le circuit 2. Ce que je vois apparaître ici,
c'est que dans le circuit 2, j'ai une partie des phénomènes d'induction qui seront reliés directement à I1. Dans le circuit 1, j'ai une partie des phénomènes d'induction qui seront reliés directement à I2. Donc ici, je sais que je vais avoir un couplage entre les deux circuits. C'est-à-dire que chaque circuit aura une influence sur son voisin. Alors, je vais par la suite essayer de construire un bilan énergétique du phénomène. Alors, je commence par écrire les équations électriques des circuits, me basant sur les lois d'Émaille. Alors, dans le circuit 1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans le circuit 1, je vais avoir E1 plus E1 induit qui vaudra R fois I1. Dans le circuit 2, E2 plus E2 induite qui vaudra R fois I2. Donc ici, assez rapidement, je vais trouver que E1 vaudra R1I1 plus L dI1 sur dt plus M dI2 sur dt. Et je vais trouver aussi assez rapidement que E2 vaut R2 fois I2 plus L2 dI2 sur dt plus M dI1 sur dt. Donc là, grâce aux lois d'Émaille, finalement, j'ai obtenu deux équations différentielles qui vont traduire respectivement ce qui se passe dans le circuit 1 et dans le circuit 2. Si je veux générer un bilan de puissance, il faut maintenant que j'essaye d'avoir une approche globale des deux circuits. On voit ici que les équations différentielles sont couplées. Et j'ai le terme en MDI2 sur dt ici qui va me casser un petit peu les pieds. Même chose pour le terme en MDI1 sur dt dans la deuxième équation. Donc si je veux faire un bilan de puissance, ce que je vais faire, je vais multiplier 1 par I1, 2 par I2, et sommer les deux équations. Donc 1 fois I1 et 2 fois I2, c'est les méthodes classiques qui permettent de faire les bilans de puissance circuit par circuit. Et donc si je veux faire un bilan de puissance globale, eh bien je somme les puissances associées au circuit 1 et les puissances associées au circuit 2. Or ceci vient du fait, on le sait, que les puissances, dimensionnellement, c'est des tensions fois des intensités. Donc comme j'ai des tensions dans les lois d'Émaille, si je les multiplie par les intensités des circuits, j'obtiens instantanément des puissances. Alors, ici au niveau des conventions, on va remarquer qu'au niveau des conventions générateurs, donc d'un côté de l'égalité, on va avoir les puissances délivrées au reste du circuit. Sur les conventions récepteurs, on va voir les puissances reçues par les composants eux-mêmes. Alors, ici donc, on va avoir E1 fois I1 plus E2 fois I2 pour les termes de gauche, qui vaudra R1 I1 carré plus R2 I2 carré plus L1 dI1 sur dt fois I1 plus L2 dI2 sur dt fois I2 plus M dI2 sur dt I1 plus M dI1 sur dt I2. Alors, il y a des termes très faciles à interpréter. Dans les termes faciles à interpréter, on a E1 fois I1 plus E2 fois I2. Ça correspond directement aux puissances délivrées par les deux générateurs.
R1 I1 carré plus R2 I2 carré, c'est assez simple aussi. C'est les puissances reçues par les résistances et dissipées par effet Joule. Donc ça, on le sait bien maintenant. Une résistance va recevoir une puissance électrique et la convertir totalement en puissance thermique. Il va nous rester le dernier terme. Alors dans le dernier terme ici, on va avoir L1 DI1 sur DT fois I1, L2 DI2 sur DT fois I2. Alors ça, c'est du grand classique. On sait que ça vaut D sur DT de 1 demi de L1 I1 carré plus 1 demi de L2 I2 carré. Donc ça, on sait que c'est directement la puissance reçue par chaque bobine, et donc la dérivée de l'énergie magnétique des bobines propres par rapport des bobines, l'énergie propre magnétique des bobines par rapport au temps. Il va nous rester ce terme-là à analyser. Alors ce terme-là, il vaut m di2 sur dt fois I1 plus m di1 sur dt fois I2. Eh bien, au fait, si on prend globalement le terme, ce qu'on va faire ici, on constate que ce terme-là, c'est la dérivée par rapport au temps de m I1 I2. Donc finalement, ce qu'on obtient, c'est qu'ici, on a la dérivée par rapport au temps de 1 demi de L1 I1 carré plus 1 demi de L2 I2 carré plus m facteur de I1 I2. Et donc le terme que l'on identifie ici, on sait que ça va être, eh bien, la somme de l'énergie magnétique propre associée à chaque bobine, plus l'énergie magnétique de couplage. Donc ici, on va avoir l'énergie magnétique propre de la bobine 1. Ici, l'énergie magnétique propre de la bobine 2. Et ici, en dernier, l'énergie magnétique de couplage. Donc on voit que dans le bilan énergétique sur les bobines, le fait de rajouter un couplage va rajouter un terme à l'énergie magnétique globale du système. Donc, quelque part, ici on peut dire que les bobines deviennent indissociables quand elles sont couplées. C'est-à-dire que l'énergie de l'édifice ne se comprend que comme étant une énergie globale, magnétique, du système. On va voir maintenant comment appliquer la considération vue ici à un exercice type. Alors, vous avez vu tout à l'heure une représentation des couplages avec un petit pont qui notait M. Parfois, vous allez croiser cette représentation-là, qui signifie également qu'on a couplage. Et qui signifie que les bobines constituent un transformateur. Alors, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, je vous en reparle ici. Un transformateur,
eh bien, ça va être l'association de deux bobines sur un circuit magnétique qui va guider les lignes de champ de la bobine 1 vers la bobine 2 et de la bobine 2 vers la bobine 1. Donc on va avoir un... Alors comment on va dire ça? Eh bien, une sorte de d'anneau en fer sur lequel on va greffer les deux bobines. Et donc les deux bobines vont voir la totalité quasiment de leur flux magnétique passer de l'une à l'autre. Alors, ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va utiliser la loi d'Emaille pour écrire les équations différentielles couplées vérifiées par les deux intensités lorsque l'interrupteur est fermé. Alors, pour cela, on sait que l'étude va se faire de manière systématique. On commence par étudier les flux. Alors ici, on sait que si on nomme ce circuit-là 1, ce circuit-là 2, on sait que le flux au travers de la bobine 1, ce sera L I1 plus M I2. Alors là, on voit que les deux inductances sont identiques, donc on n'a plus besoin d'indicer ici. Le flux indicé par 2 sera LI2 plus MI1. À partir de l'obtention des flux, on obtient, grâce à la loi de Faraday, les FEM induites. Et donc on va avoir E1 qui vaut moins dφ1 sur dt qui vaut moins L di1 sur dt moins M di2 sur dt. Et on va avoir E2 qui vaut moins L di2 sur dt moins M di1 sur dt. Ok. Et donc finalement, eh bien, on peut représenter le circuit électrique équivalent avec ici donc un générateur de tension à vide E, l'intensité I1, la résistance R qu'il ne faut pas oublier, et ensuite la FEM induite du circuit 1 en convention générateur. Même chose pour le circuit 2, tout en sachant qu'ici on n'a pas de générateur basiquement présent dans le circuit. Donc j'ai I2 dans ce sens, ce qui va me donner le générateur induit en convention récepteur là aussi. Générateur, pardon. Hop, comme ceci. Donc là j'ai représenté les circuits électriques équivalents à 1 et 2. Donc en appliquant la loi d'Emaille, eh bien je vais pouvoir très simplement trouver deux équations différentielles. Alors, la loi d'Emaille dans le circuit 1 va me dire que E vaut RI1 plus L di1 sur dt plus M di2 sur dt. Et dans le circuit 2, 0 égale RI2 plus L di2 sur dt plus M di1 sur dt. Donc là, j'ai obtenu un jeu de deux équations différentielles qui sont pour l'instant couplées. Alors, ici, les équations étant couplées, il va falloir trouver un moyen de les découpler pour les résoudre. C'est ce qu'on va se proposer de faire ici. On va effectuer des changements de variables. On va essayer de créer, grâce aux variables I1 et I2, enfin grâce aux variables grand I et grand J, pardon,
deux équations qui vont être découplées. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire pour faire le découplage des équations? Eh bien, on va sommer l'équation différentielle 1 plus l'équation différentielle 2. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner E qui vaudra R fois I1 plus I2 plus L d sur dt de I1 plus I2 plus M d sur dt de I1 plus I2. Donc ici, qu'est-ce que j'identifie? J'identifie clairement la grandeur nommée I. Donc maintenant, je sais que je peux résoudre cette équation différentielle. Par soustraction, je vais essayer de construire J de la même manière. Ce coup-ci, je vais calculer 1 moins 2. E vaudra R I1 moins I2 plus L d sur dt de I1 moins I2 plus M d sur dt de I2 moins I1. Donc là, je vais identifier J, J, et ici, je vais identifier moins J. Donc finalement, le système d'équations différentielles que j'obtiens va être le suivant. Je vais obtenir par sommation l'équation différentielle E qui vaudra R fois J plus L plus M, R fois I, pardon, je fais des bêtises, R fois I plus L plus M dI sur dt, et je vais obtenir en deuxième équation E qui vaudra R fois J plus L moins M dJ sur dt. Donc là, à partir de deux équations différentielles couplées, eh bien j'ai obtenu deux équations découplées. Et par découplées, on entend indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que je peux déterminer I indépendamment de J. I est déterminable indépendamment de J et vice-versa. Donc, et inversement. Alors, maintenant ici, eh bien, je vais affiner encore un petit peu la description en introduisant des grandeurs caractéristiques des circuits. Alors, pour cela, je vais les passer sous une sorte de forme canonique. Alors, je m'explique. Ici, on voit qu'on a des équations différentielles du premier ordre, à coefficient constant. Et dans la mesure où on voit qu'on a une addition ici, eh bien, on se doute qu'on va devoir introduire une constante de temps. Donc, ce qu'on va faire, on va poser taux 1 qui vaut L plus M sur R, et taux 2 qui vaudra L moins M sur R. Alors, ici, on va supposer une chose. On va supposer que M est inférieur à L. Alors, ce sera très souvent le cas dans la pratique. Ce sera même tout le temps le cas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va obtenir?
pour la première équation découplée, eh bien, on va obtenir que E sur R facteur de 1 sur taux 1 vaut 1 sur taux 1 fois I plus DI sur DT. Et on obtient que E sur R fois 1 sur taux 2 vaut 1 sur taux 2 fois J plus dJ sur dt. Alors quel est l'intérêt d'avoir posé ceci? Eh bien, l'intérêt d'avoir posé ceci, c'est qu'on va pouvoir résoudre très simplement maintenant les deux équations. Alors, on va poser la forme des solutions des équations différentielles. Donc on sait que I de t sera de la forme A1 exponentielle moins t sur taux 1 plus la solution particulière. Lorsque la dérivée de I par rapport au temps s'annule, on constate que 1 sur taux 1 fois I vaut 1 sur taux 1 fois E sur R. Donc ici, la solution particulière vaudra E sur R. Logique. Alors logique pourquoi? On a la dimension d'une intensité. Même chose pour J. J de t vaudra A2 exponentielle moins t sur taux 2 plus E sur R. Les seconds nombres sont identiques. Alors, au niveau des conditions initiales, on a besoin ici, on le rappelle, des conditions initiales pour trouver les deux constantes apparaissant dans les équations, donc A1 et A2. Alors, l'interrupteur initialement ouvert, donc l'interrupteur qui était ici, est fermé à t égale 0. S'il était ouvert depuis suffisamment longtemps, on sait que I1 de 0 vaut I2 de 0 égale 0. Donc à ce moment-là, grand I et grand J s'annulent également. Donc les conditions initiales nous apportent que grand I de 0 vaut 0 vaut A1 plus E sur R, et que grand J de 0 vaut 0 vaut A2 plus E sur R. Donc là, assez naturellement, ce qu'on va trouver, c'est que les grandeurs couplées, enfin les grandeurs I et J, vont s'obtenir avec I de t qui vaudra E sur R fois 1 moins exponentielle moins t sur taux 1 et J de t qui vaudra E sur R fois 1 moins exponentielle moins t sur taux 2. Ok. On peut par la suite découpler les deux grandeurs pour retrouver I1 et I2, qui sont les grandeurs, on le rappelle quand même, qui nous intéressaient au départ. En effet, ce qu'on veut connaître, c'est l'intensité I1 dans le circuit 1, l'intensité I2 dans le circuit 2. Alors, d'après les définitions de I et J, grand I et grand J, on sait que I1 vaudra I plus J sur 2. I plus J sur 2, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, ça va nous donner E sur R plus E sur R, donc 2E sur R,
moins exponentielle moins t sur taux 1, moins exponentielle moins t sur taux 2. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que I1 de t démarre à t égale 0 par la valeur 0, logique, et finit à la valeur 2e sur r. Divisé par 2, j'ai un facteur 2 ici. Donc e sur 2r fois 2, moins exponentielle moins t sur taux 1, moins exponentielle moins t sur taux 2. Donc on trouve bien une valeur limite en e sur r. Alors qu'est-ce que ça signifie une valeur limite en e sur r? Ça signifie que l'intensité I1 vaut la tension du générateur sur la résistance. Donc c'est comme si tous les phénomènes inductifs avaient disparu au bout d'un temps très long. Ce qui est logique, on se rappelle que les phénomènes inductifs sont liés à des variations de flux. Comme les intensités I1 et I2 sont vouées à se stabiliser au bout d'un régime transitoire, et bien à la fin de ce régime transitoire, toutes les dérivées temporelles de I1 et I2 vont s'annuler, donc tous les phénomènes inductifs vont disparaître des circuits. Donc ici on obtient I1 de t qui vaudra E sur 2R fois 2 moins exponentielle moins t sur taux 1 moins exponentielle moins t sur taux 2. Et on obtiendra I2 de t qui vaudra, alors à ce moment-là, I moins J sur 2 qui va valoir E sur 2R facteur de exponentielle moins t sur taux 2 moins exponentielle moins t sur taux 1. Alors ici, on rappelle que taux 1 est quoi qu'il arrive supérieur à taux 2, à condition évidemment que m soit supérieur à 0. Donc dans ce cas-là, eh bien, on obtient les deux expressions suivantes pour I et J. Okay. Alors, hop, que je vais surligner. On passe ensuite aux représentations graphiques. Alors, les représentations graphiques, qu'est-ce qu'elles vont m'apporter ici? Eh bien, elles vont m'apporter l'information donc sur les grandeurs découplées que l'on a ici. Alors, je vais insérer une nouvelle page, je pense. Insérer une petite page vierge. Hop, je vais récupérer les expressions pour pouvoir les commenter dans la page suivante. Hop, comme ceci. Alors ici, voilà donc les expressions que j'ai obtenues. Donc maintenant, je vais basculer sur les représentations graphiques. Alors qu'est-ce qu'on sait ici? Je sais que I1 de 0 égale 0. Je sais que I1 tend vers E sur R quand T tend vers plus l'infini. Ok. Pour I2, je sais que I2 de 0 égale 0. Et je vois que I2 tend vers 0 quand T tend vers plus l'infini. Donc ça, je peux l'analyser déjà assez rapidement. Derrière, qu'est-ce que je constate en plus? Je constate que exponentielle moins t sur taux 2 moins exponentielle moins t sur taux 1, eh bien, ça me donne une grandeur qui sera toujours négative ou nulle. Donc si je fais la représentation graphique, eh bien, je vais retrouver quelque chose qui ressemble furieusement à un transitoire du premier ordre dans le circuit 1, c'est-à-dire un cas classique d'établissement de courant.
dans le circuit 2, je pars d'une valeur nulle, je reviens à une valeur nulle, et entre les deux, j'ai des valeurs uniquement négatives. Alors pourquoi des valeurs uniquement négatives? Parce que exponentielle moins t sur taux 2 sera toujours plus petit que exponentielle moins t sur taux 1, car taux 1 est plus grand que taux 2. Donc ici, je vais avoir quelque chose comme ceci, une montée de l'intensité, puis une baisse pour revenir à une valeur nulle. Donc je pars d'une valeur nulle, je reviens à une valeur nulle. Alors, on va essayer d'interpréter physiquement ce qui s'est passé. On va rappeler le schéma du circuit. On a un générateur dans le circuit de gauche, on n'a pas de générateur dans le circuit de droite. Donc, à un moment donné, on voit ici que dans le circuit de droite, eh bien la bobine joue le rôle de générateur sur la durée du transitoire. Et dans la bobine 1, eh bien, la bobine va jouer le rôle de récepteur en s'opposant à l'établissement du courant. Et donc, ce qui est assez rigolo ici, c'est que la bobine du premier circuit, en s'opposant à l'établissement du courant temporairement, eh bien, crée un champ magnétique qui permet à la bobine dans le second circuit de jouer le rôle de générateur sur la durée du transitoire. Et évidemment, en fin de transitoire, donc en régime permanent, la bobine devient équivalente à un fil, que ce soit dans le circuit de gauche ou dans le circuit de droite. Ça n'a pas bougé. Donc à chaque fois, on va bien trouver à la fin une tension nulle sur chacune des bobines. Alors, ici, il va nous rester à faire un petit bilan énergétique sur les deux circuits. On va essayer de voir ce qui s'est passé. Donc on sait que l'énergie magnétique vaut 1/2 de L I1 carré plus 1/2 de L I2 carré plus M I1 I2. Donc qu'est-ce qui va se passer au cours du transitoire? Tant que l'interrupteur est ouvert et que les intensités sont nulles, l'énergie magnétique stockée est nulle. Donc on sait déjà que l'énergie magnétique à t égale 0 vaut 0. Ensuite, les intensités montent progressivement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'énergie magnétique globale du système va augmenter avec l'établissement des intensités. Jusqu'à un moment où, quand t va tendre vers l'infini, I2 va s'annuler. Et donc, on peut dire qu'au bout d'un temps infini, eh bien, l'énergie magnétique vaudra simplement 1/2 de L I1 de l'infini au carré. Car I2 au bout d'un temps infini sera nul. Donc à ce moment-là, on va dire que toute l'énergie magnétique sera contenue dans la bobine numéro 1. Et cette énergie magnétique, au bout d'un temps infini, on sait ce qu'elle va valoir. Elle vaudra la moitié de L fois E sur R au carré.
Donc quel cas est-ce qu'on va retrouver ici? Eh bien on va retrouver exactement le cas à l'état final d'un seul circuit contenant une seule bobine. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe si le générateur impose une tension sinusoïdale de la forme E égale E0 cos oméga t. Alors, ce cas est extrêmement important, pourquoi? Parce que tout le transport d'électricité se déroule non pas avec des courants continus, mais se déroule avec des courants sinusoïdaux. Et donc, il est extrêmement important de savoir ce qui se passe si on couple deux circuits en faisant intervenir à la base un générateur sinusoïdal dans le circuit. Alors ici, on pourrait imaginer que la configuration qu'on est en train d'étudier, elle correspond au cas où on a ici le transformateur et où E, le générateur que l'on a ici, eh bien, représente tout le secteur EDF en amont. Dans ce cas-là, eh bien, on va reprendre les équations précédentes et on va les passer en notation complexe. On aura le droit de le faire si on se place en régime sinusoïdal forcé. C'est-à-dire que l'on suppose que les transitoires ont pris fin et que l'on se place en régime sinusoïdal établi. Alors, à ce moment-là, en notation complexe, on aura E complexe qui vaudra RI1 complexe plus LI1 complexe, enfin LDI1 complexe sur DT, donc plus JL oméga I1 plus JM oméga I2. Et de même, on aurait 0 qui vaudrait RI2 complexe plus JL oméga I2 complexe plus JM oméga I1 complexe. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Très simplement, j'ai repris les équations différentielles situées respectivement ici et ici, les équations couplées, et je les ai passées en notation complexe. Alors ici, en notation complexe, je sais que I1 vaudra I1 complexe exponentielle j oméga t, même chose pour I2, avec E qui vaut par définition E0 réel exponentielle j oméga t, ce qui lui donne le statut d'origine des phases. Et donc je vais nommer phi1 et phi2 les phases à l'origine de I1 et I2. Alors, ici donc, si je transforme un petit peu l'égalité, je vais obtenir que, en travaillant uniquement sur les amplitudes complexes, E0 vaudra R plus JL oméga fois l'amplitude complexe I1 plus JM oméga fois l'amplitude complexe I2 et je vais obtenir que 0 vaut R plus JL oméga I2 complexe plus JM oméga I1 complexe. Alors ce qui est bien ici, c'est que je vais pouvoir très facilement découpler les équations. En effet, là je peux déjà exprimer I1 en fonction de I2, ou I2 en fonction de I1 au choix d'ailleurs, puis remplacer dans la première. Alors c'est ce que je vais me proposer de faire maintenant. Donc je vais dire que I2, grâce à la deuxième équation, vaut JM oméga sur R plus JL oméga fois I1 complexe, ce qui va me permettre d'obtenir, dans la deuxième équation, que E0 vaut R plus JL oméga moins, alors JM oméga fois JM oméga, donc
m carré oméga carré sur R plus JL oméga fois I1. Donc ici, je vais obtenir assez rapidement que I1 va valoir E0 sur R plus JL oméga moins M carré oméga carré sur R plus JL oméga. Et I2 vaut JM oméga sur R plus JL oméga fois I1. Donc grâce à ces deux résultats, eh bien je pourrais ici très simplement obtenir les expressions de I1 et I2. En effet, les modules vont me donner les amplitudes, tandis que les arguments vont me donner les phases à l'origine. Avant de clôturer cette partie sur les couplages électromagnétiques et donc sur les mutuelles inductances, il me reste un dernier exemple très important à traiter, qui est l'application finalement phare des bobines couplées et des mutuelles inductances. C'est l'application à ce qu'on appelle les transformateurs. Alors les transformateurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, très schématiquement, c'est une première bobine appelée enroulement primaire qui contient N1 spire, parcouru par un courant primaire I1 et qui voit une tension à ses bornes, la tension primaire U1. Un enroulement secondaire de N2 spire qui voit le courant secondaire I2 et la tension secondaire U2. Pour relier l'un à l'autre, on va avoir un noyau dit en fer doux, donc ça va être un fer un petit peu particulier, qui va permettre de guider les lignes de champ magnétique et s'assurer qu'à l'intérieur du matériau, toutes les lignes de champ sont contenues. Donc comme si on faisait, vous imaginez une sorte de tuyauterie, et bien ici on aurait une sorte de tuyau à champ magnétique qui enserrerait toutes les lignes de champ, ce qui permet de conserver le flux le long de toute cette structure métallique, le long de toute la carcasse. Ensuite, eh bien, le principe, ça va être soit de gérer le nombre de fils pour avoir une tension plus haute au primaire qu'au secondaire. Donc ça, c'est un transformateur pour abaisser les tensions. C'est ce que vous utilisez quand vous rechargez vos appareils électroménagers. Soit vous utilisez un transformateur pour avoir une tension plus forte au secondaire qu'au primaire. Dans ce cas-là, vous élevez les tensions. C'est les transformateurs utilisés pour assurer le transport du courant sur des longues distances, c'est-à-dire avant les lignes à haute tension. On va essayer de voir rapidement le principe et les hypothèses d'étude qui vont permettre d'expliquer le fonctionnement d'un transformateur. Alors, très schématiquement, donc le fonctionnement d'un transformateur fonctionne sur une hypothèse de conservation du champ magnétique et du flux magnétique dans le circuit magnétique. Donc dans le noyau ici de fer doux qui passe par le centre des deux bobines. Donc vous savez qu'une bobine crée en son centre un champ magnétique. Bien ici, tout le champ magnétique créé dans la bobine 1 passe dans la bobine 2. Et inversement, tout le champ magnétique créé dans la bobine 2 passe dans la bobine 1. Ce qui fait que les champs magnétiques sont identiques. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux flux mis en jeu. Si on appelle B le champ magnétique
régnant dans le fer doux. Et là, on remarque bien que le champ magnétique va être identique partout. Eh bien, on va obtenir le flux Φ1 au travers de la bobine 1 qui vaudra le nombre de spires de la bobine 1 fois la surface S de chaque spire fois le champ magnétique B. Autre chose, on va supposer ici que les surfaces S des deux bobines identiques. Des spires des bobines identiques. Le flux au travers de la bobine 2, ce sera N2 fois S fois B. Donc ça, c'est valide, à condition évidemment que les sections des deux bobines soient les mêmes et que les champs magnétiques restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il n'y a pas de fuite des lignes de champ hors du circuit magnétique qui sert à guider le flux d'une bobine à l'autre. Ceci étant dit, qu'est-ce que l'on sait en plus? Eh bien, on sait à ce moment-là, d'après la loi de Faraday, que E1 vaut moins dφ1 sur dt, vaut moins N1 fois S, le nombre de spires n'est pas voué à bouger, fois d de b sur dt, tandis que E2 vaut moins N2 fois S, fois d de b sur dt. Donc là, on associe à chaque bobine une FEM induite, ce qui nous permet d'obtenir le circuit équivalent relativement simple à étudier ici, avec U1 la tension au primaire, I1 l'intensité au primaire, la bobine que l'on remplace par une FEM induite E1. Donc là, on obtient le circuit équivalent au primaire. De l'autre côté, on va obtenir le circuit équivalent au secondaire avec l'intensité I2 et la tension U2 que l'on mesurerait et la FEM induite E2. Ce que l'on constate ici, très simplement, c'est que U1 vaut moins E1, U2 vaut moins E2 d'après la loi des mailles, et sous les hypothèses de fonctionnement du transformateur, eh bien, on constate que U1 vaudra N1S d de b sur dt, U2 vaudra N2S d de b sur dt. Donc pour un transformateur idéal, on va avoir très simplement le rapport suivant qui va se mettre en place. Le fait que le rapport de N2 sur N1 vaudra le rapport de U2 sur U1. Donc le rapport du nombre de spires au secondaire sur le nombre de spires au primaire vaut le rapport de la tension au secondaire sur la tension au primaire, ce qu'on appelle ici le rapport de transformation. Alors, quel est l'intérêt ici? Eh bien, l'intérêt est énorme,
imaginons que l'on veuille créer un transformateur 12 volts, 220 volts, ou plutôt 220 volts, 12 volts. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Si on sait que N2 sur N1 vaut U2 sur U1, eh bien on sait que si on a 220 spires au primaire, donc pour recevoir le courant secteur EDF à 220 volts d'amplitude, eh bien il suffira d'avoir 12 spires au secondaire pour avoir le bon rapport de tension. Donc là, un transformateur avec 220 spires sur la bobine au primaire et 12 spires sur la bobine au secondaire va nous donner un transformateur 220 volts, 12 volts. Alors, évidemment, ici, on voit qu'il y a plusieurs hypothèses quand même qui sont nécessaires, notamment le fait qu'il n'y ait pas de fuite, pour que cette théorie fonctionne correctement. Donc on va se douter là peut-être qu'on pourrait affiner le modèle. Mais en tout cas, ici on a vu le principe global d'un transformateur. Donc un transformateur, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui permet, comme son nom l'indique, de transformer une tension. La transformation au primaire et la transformation au secondaire sont reliés au niveau des amplitudes par leur rapport de transformation. Et donc, le rapport des tensions vaut le rapport des nombres de spires des bobines impliquées au secondaire et au primaire. Donc je tenais à faire un petit point sur cette application qui est une application très importante de l'induction, qui permet l'élévation de tension ou au contraire l'abaissement de tension. Une remarque aussi très importante, ici on voit que les FEM induites n'apparaissent que si le champ magnétique varie. Autrement dit que si les tensions au primaire et au secondaire varient. Donc un transformateur ne peut fonctionner que si on est en régime variable. En régime permanent, un transformateur ne va rien donner du tout. Donc un transformateur ne peut élever ou abaisser des tensions que si la dérivée que l'on utilise ici dans les calculs est différente de 0. Ceci étant dit, nous avons aujourd'hui étudié tout ce qui est mutuelle inductance, couplage entre deux bobines, et on a vu que le fait qu'une bobine crée un champ magnétique dans une seconde bobine pouvait créer, plus exactement, sous l'effet de l'induction, sous l'effet d'une variation de champ magnétique, l'apparition d'un courant dans la deuxième bobine, bien qu'elle ne soit pas alimentée. Et donc là, pour un transformateur, c'est le cas. C'est-à-dire que ici, on va alimenter le circuit primaire, par exemple, si on utilise un transformateur de téléphone, je ne sais pas. On va alimenter le circuit primaire avec le secteur EDF. Le circuit secondaire sera juste récepteur. Et donc, la bobine du secondaire va jouer le rôle de générateur dans le circuit secondaire. C'est un petit peu ce qu'on a vu précédemment sur le transitoire ici. La bobine joue le rôle de générateur sur la durée du transitoire dans la seconde boucle de courant ici. Alors, ceci étant dit, il me reste maintenant à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode qui va consister désormais à l'étude non plus de circuits fixes dans un champ variable, mais de circuits mobiles dans un champ fixe, ce qui va ouvrir tout un champ d'application extrêmement important également.